Merci d'être venus nombreux à cette première session de l'après-midi. Moi, je vais peut-être me représenter. Je m'appelle Pierre-Alexandre, je suis ingénieur chez Kong. Et toute l'équipe Kong France est ravie de participer à chaque édition de France API pour échanger avec vous, vous partager les innovations, les tendances qui font vibrer le monde des API. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur des préoccupations des entreprises. On va parler d'un sujet qui impacte fortement les architectures d'entreprise. Il s'agit de la croissance du trafic d'IA générative et plus particulièrement des modèles LLM au sein des entreprises. Ce trafic, il est à tous les niveaux. Il a attaqué toutes les chaînes de valeur. On utilise au quotidien les GPT, on utilise au quotidien l'IA générative pour générer du code, pour faire de la traduction, faire des résumés de compte rendu. On les utilise au travers de copilotes, on les utilise avec des agents IA, de l'agentique, des MCP serveurs. C'est des nouveaux sujets qui sont très tendances et qui sont beaucoup abordés aujourd'hui. Et ce trafic, il y a beaucoup d'attentes pour les équipes métiers, énormément d'attentes, de promesses. En contrepartie, il y a aussi des enjeux qui sont adressés pour les entreprises. Et ces enjeux, c'est comment sécuriser tout ce trafic d'API qui est généré par l'IA générative. Vous le savez, quand vous consommez un modèle LLM, vous interrogez des endpoints d'API, de chat, de complétion. Donc tout appel de LLM se fait au travers des API. On dit souvent no AI without API. Eh bien, ces API, il faut les sécuriser, il faut les authentifier, les gouverner. Il faut apporter de la conformité, de la compliance, de l'auditabilité, tout comme pour les API. Et puis, il y a un autre sujet qui est extrêmement important, c'est la maîtrise des coûts. À l'échelle d'une entreprise, les coûts peuvent exploser sur les usages d'API qui ne font qu'augmenter sur ces modèles LLM. Donc, comment les entreprises peuvent contrôler ces usages et leurs coûts. Je vais vous proposer de reposer le décor avec vous pour expliquer cette forte croissance des API dont je vous parlais. L'évolution du nombre d'API, vous voyez, évolue de façon complètement exponentielle au fil des années. Tout a commencé, si on refait un peu la genèse, avec les applications monolithiques qui exposaient des premières API, les premières données aux consommateurs. Ces applications monolithiques sont cassées en microservices qui ont été soutenus, supportés avec tout ce qui est stack, Kubernetes, Dockerisation, qui a facilité le déploiement des microservices. Les hyperscalers, les cloud providers ont également contribué à cette adoption des microservices en proposant du compute as a service, du Kubernetes as a service. Et puis la demande, elle est croissante au niveau des API. C'est vous, c'est moi, avec nos applications mobiles, avec le Web 2.0, avec la modernisation des architectures d'entreprise qui proposent de plus en plus d'architectures qui appliquent le concept d'API first. Et donc on a une explosion de ce trafic d'API traditionnels, REST, SOAP, gRPC, GraphQL, asynchrone, qui est proxifié, gouverné avec les plateformes d'API management traditionnelles. Et aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle ère, l'ère de l'IA générative, qui génère de plus en plus de trafic. Il y a encore 2-3 ans, c'était encore dans des labos. Aujourd'hui, les applications d'IA se sont invitées en production. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'applications consommatrices d'IA générative qui sont en production aujourd'hui. Et ce nombre ne va cesser d'augmenter à tel point qu'on a une croissance exponentielle du nombre d'API calls. Et pour illustrer cette croissance, il y a cette phrase qui est assez célèbre, qui est du PDG d'NVIDIA, Jensen Huang, qui concrètement dit que dans un futur proche, la quasi-totalité du trafic des API sera composée d'applications qui appellent des modèles LLM, qui eux-mêmes appellent d'autres modèles. Je vous assure, cette phrase, ce n'est pas une hallucination d'un modèle LLM, et c'est la réalité du terrain. Et alors pour chaque appel d'IA générative, de modèle, les enjeux sont les mêmes pour les entreprises. Comme je disais, c'est la sécurité. Pourquoi ? J'ai presque pas besoin de le détailler. On a besoin de sécuriser, on a besoin d'authentifier, on a besoin d'autoriser ce trafic pour s'assurer que les applications, les consommateurs sont bien habilités, autorisés à consommer du LLM et éviter d'avoir des usages de LLM qui ne sont pas autorisés dans l'entreprise. Le deuxième sujet important pour les entreprises à adresser quand on parle de la gestion du trafic d'IA générative, c'est la gouvernance et la compliance. La compliance, on a des normes, ça peut être du DORA aujourd'hui, ça peut être des normes autour de l'IA, l'IA Act. On a besoin d'assurer
de l'audit, des traçabilités, la capacité à reproduire des appels, savoir qui a appelé, quel était le prompt, le nouveau code, quelle était la version du modèle qui a été appelé pour pouvoir potentiellement le rejouer. Donc il y a des besoins de conformité, de compliance et d'audit au travers de ce trafic LLM. Et puis il y a un besoin de gouvernance. Au final, aujourd'hui, sur nos API REST, SOAP, gRPC qu'on adresse au quotidien avec une plateforme d'API management, on accompagne le développement de ces API avec toute une phase de design, de conception, de testing, avec des outils qui sont dédiés au build des API. On a également les plateformes d'API management qui vont permettre de proxifier ces API au travers des différents patterns de connectivité, au travers de gateway, au travers d'ingress, au travers de services mesh. On va appliquer de la gestion du trafic, du contrôle du trafic, de la sécurité, de l'authentification. Et puis il y a toute cette phase de gouvernance aussi des API de façon plus générale, où on va gérer leur cycle de vie, leur version. On va gérer l'observabilité pour comprendre qui consomme quoi, les différentes versions, la publication, l'adoption. Et ce qu'on applique aujourd'hui aux API traditionnelles, on va le chercher à le répliquer au niveau des API liées au trafic de l'IA générative. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis le dernier point, c'est l'optimisation des coûts. Lorsqu'on consomme un modèle, même à titre personnel, je prends l'exemple, si on prend un GPT-4, un 4o, pour faire des tâches du quotidien, générer du code, requêter un GPT 4o par rapport à un 4.5 qui a des capacités d'analyse qui sont plus poussées, vous avez un facteur x15, x20, x30 sur le coût des prompts et des complétions. Le prompt, c'est la requête, c'est le code que vous envoyez. Et la complétion, c'est la réponse. Ces prompts et ces complétions sont découpés en tokens, sont des petits bouts de sémantique qui composent la taille de votre requête et de votre réponse. Et le billing, la facturation des providers se base sur ces tokens des requêtes et des complétions. Et donc, ça peut exploser en fonction des modèles. Vous pouvez avoir des coûts qui peuvent exploser avec des facteurs x10, x20 entre deux modèles, voire même plus. Donc, imaginez à l'échelle d'une entreprise. Imaginez aussi à l'échelle de toutes les applications, de tous les agents qui vont consommer de façon massive de plus en plus d'IA générative. C'est un véritable enjeu pour les entreprises de contrôler ces coûts. Donc c'est l'objet de ces sessions. Je vais vous expliquer comment on peut sécuriser ce trafic, comment on peut le gouverner et comment on peut contrôler les coûts. Alors pour expliquer aussi à quoi est lié tout ce trafic d'IA, on parle depuis tout à l'heure, il y a des use cases de l'usage qui est en train d'exploser dans les entreprises liées à ce trafic LLM. Quelle est son origine? La première, j'ai presque plus envie de les présenter, sont les chatbots. Ils sont en bas à droite de votre écran à chaque fois que vous ouvrez un site web. Ils sont là pour répondre à toutes nos questions de façon extrêmement rapide et de façon extrêmement pertinente, notamment avec l'aide de RAG. Ça génère énormément de trafic. Deuxième source de trafic d'IA qui est très importante dans les entreprises sont les copilotes. Les copilotes sont ces assistants qui sont là à côté de vous sur vos outils de travail au quotidien qui vont vous permettre de générer vos emails de façon prédictive. Ils vont vous permettre de générer du code dans votre outil de développement pour les devs sur un Visual Studio. Le code qui est généré automatiquement sont les agents qui permettent d'automatiser des tâches. Il y a de nombreux cas d'usage des copilotes en fait, qui sont là pour assister et générer du trafic. Et puis, il y a un troisième cas d'usage, qui est peut-être un des plus excitants aujourd'hui et qui fait l'objet de beaucoup de sessions, ce sont les agents IA. Les agents IA, ils sont là pour automatiser des tâches. Imaginez un agent comme un programme, ils sont comme vous, smart, intelligents, beaux, agiles, autonomes, et ils vont exécuter des tâches de bout en bout. Prenons l'exemple par exemple d'un ticket support. Je crée un ticket support. Eh bien, le ticket support va être géré par l'agent de façon complètement autonome. Il va créer le ticket dans Jira, il va l'escalader si besoin, il va le gérer tout son cycle de vie, les différents statuts, jusqu'à la fermeture du ticket. Donc ça, c'est des exemples typiques d'agents qui automatisent des tâches. Et puis les agents peuvent avoir des capacités encore beaucoup plus poussées, beaucoup plus autonomes, avec de la prédiction des tâches proactives. On parle d'agents agentiques qui ont des capacités vraiment étendues. Et là, les entreprises sont en train de déployer massivement des armées d'agents agentiques qui sont vraiment en train de transformer les tâches au sein des entreprises avec de la planification, avec beaucoup plus d'autonomie dans les tâches.
Et à tel point que ces agents agentiques, ils pourraient rendre obsolète l'intégration telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, l'intégration qu'on a définie avec des actions qui sont manuelles, des actions qui sont automatiques. Hein, on va pouvoir définir un schéma, peut-être un flow en BPMN avec différentes séquences de tâches. On va utiliser un ESB avec des intégrations, des connecteurs qui vont être développés avec du code propriétaire, avec du low-code, du no-code, qu'importe. Il y a besoin de gérer les exceptions, il y a de la maintenance, mais vous pouvez mettre effectivement en place des intégrations complexes pour exécuter des tâches. Eh bien, imaginez ces agents agentiques qui vont avoir la capacité à automatiser toutes ces tâches qui sont aujourd'hui mises en place avec de l'intégration et des ESB. Et ces agents agentiques, ils vont avoir la capacité à s'interfacer avec les API d'entreprise, ils vont avoir la capacité à s'interfacer avec les stacks, les outils qui sont en place dans l'entreprise, les outils d'observabilité, les outils de messagerie, de ticketing, les ERP, les stacks métiers, pour que de façon autonome, des tâches soient exécutées de façon complètement autonome, et ce, de bout en bout. Et ces agents, comme je disais, sont déployés de plus en plus massivement dans les entreprises. Et comme on le voit ici, ces agents, ils appellent des API internes, des API de produits tiers, et ça génère énormément de trafic, comme tout le trafic dont on vient de parler depuis tout à l'heure, les agents agentiques, les chatbots, les copilotes, nos usages qu'on fait des prompts et des différents providers. Et donc pour gérer tout ce trafic qui est littéralement en train d'exploser, on a besoin de gouvernance. Et je le disais juste avant, cette gouvernance qu'on applique aux API, on va pouvoir l'appliquer également aux API liées au LLM avec de l'observabilité. On va pouvoir monitorer la performance, la santé, l'usage, qui consomme quoi au niveau du trafic LLM. On va pouvoir apporter également des guardrails et privacy. On va s'assurer que ces prompts, qui sont le nouveau code, qui sont envoyés au LLM, respectent bien les règles de l'entreprise, respectent bien les normes de charte, et assurer de la sécurité également sur ce trafic. Et puis le troisième point, ça va être en capacité à accompagner l'entreprise avec l'infrastructure sous-jacente qui va permettre de proxifier tout ce trafic LLM, notamment au travers d'une gateway qui va gérer aussi bien le trafic d'API traditionnel que le trafic d'API LLM. Donc je vais me permettre d'illustrer un petit peu toutes les attentes des entreprises autour d'une plateforme d'API management qui permet de gérer aussi bien ce trafic d'API que le trafic d'API qui appelle des modèles. C'était l'année dernière, ici même, mon collègue Jérôme Guillaume avait fait une démo, une démonstration en live des capacités de la gateway. Donc je ne vais pas refaire une démo, même s'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont sorties en l'espace d'un an. Je vais plutôt vous présenter sous forme de slide toutes ces fonctionnalités qui sont adressées par une plateforme d'API management et qui vont répondre aux enjeux actuels des entreprises. Alors, sur la gateway, on va faire un petit focus sur la gateway et sur la plateforme. On a d'un côté, sur votre droite, vous avez les différents providers, les différents fournisseurs de modèles avec plusieurs modèles. Vous avez du Anthropic avec Claude, du Cohere, du Azure, de l'OpenAI, du Mistral. Aussi qui va exposer des modèles. La liste ici est non exhaustive bien sûr. Et puis de l'autre côté gauche, vous avez les consommateurs. C'est vous, c'est moi, ce sont les agents, les copilotes, les agentiques dont on parlait tout à l'heure, les serveurs MCP. Et ils vont venir consommer ces modèles. Et l'idée de la gateway, c'est de fournir une URL, un point d'entrée unique pour consommer n'importe quel modèle. Les entreprises aujourd'hui peuvent démarrer peut-être qu'avec un ou deux modèles. Elles sont sur GCP, vont peut-être utiliser spontanément un Gemini, ça va être du Bedrock sur AWS, de l'OpenAI, en fonction de leur stack existante. Mais on le voit, la tendance, c'est d'utiliser de plus en plus de modèles. Pourquoi ? Pour des raisons de coût, bien sûr, et pour des raisons d'optimisation des modèles. Lorsque vous avez besoin de faire des tâches qui sont répétitives, basiques, vous allez utiliser un modèle qui est plutôt de petite taille, peu chronophage en ressources et en coût, pour répondre à ces besoins. Et lorsque vous avez des tâches plus complexes, eh bien vous allez vouloir vous interfacer avec des modèles qui sont beaucoup plus performants, avec des capacités d'analyse qui vont beaucoup plus loin. Et des modèles, il y en a qui sortent presque toutes les semaines, qui sont entraînés avec des nouveaux jeux de données. Et imaginez si vous devez à chaque fois reconfigurer les applications consommatrices pour qu'elles interrogent le nouveau modèle, ça peut devenir problématique en termes de redéploiement. Donc là, l'idée, c'est de fournir un point d'entrée unique qui va permettre d'interroger n'importe quel modèle et changer à la volée dynamiquement le modèle de façon complètement transparente pour l'application. L'autre point, c'est la sécurité. Lorsque vous consommez un provider,
vous avez besoin d'une clé, d'un token, en fait, qui va permettre d'ailleurs l'authentification et la sécurisation de ces accès à ces LLM. Eh bien, ces tokens, plutôt que de les diffuser auprès des utilisateurs, des consommateurs, des applications ou dans des frameworks comme LangChain qui vont venir consommer ces LLM, on va venir les centraliser au niveau de la gateway. Donc ça évite de diffuser une donnée sensible, on la centralise dans la gateway, c'est stocké dans un coffre-fort, et vous n'avez qu'à un endroit à le changer pour sécuriser ce trafic vers les différents LLM. Donc sécurisation des credentials, facilité à s'interfacer à plusieurs modèles sans impact pour les redéploiements de nouveaux modèles, et puis aussi facilité d'onboarding. On veut rendre plus accessible l'usage des LLM. Pour rendre l'usage des LLM plus facile, eh bien on met à disposition une URL, une plateforme qui limite le code, l'interaction, l'utilisation de frameworks qui permet de consommer des LLM. Donc ça, c'est les premiers points qui sont adressés. On parle d'Universal API. C'est une Universal API pour consommer n'importe quel modèle. L'autre sujet qui est extrêmement important lorsqu'on parle du trafic LLM, ce sont les prompts. Le prompt, je vous le disais, c'est le nouveau code. Ce sont les requêtes que vous allez envoyer à votre LLM. Et ces prompts, ils peuvent avoir des propos, du contenu qui ne sont pas maîtrisés ou qui ne sont pas cohérents. D'où l'idée d'avoir des templates de prompts, des décorateurs et la capacité à versionner des prompts. On va venir en fait enrichir le prompt des utilisateurs, enrichir le prompt des applications avec des templates qui ont été testés, validés, éprouvés pour venir apporter de la donnée qui va permettre au modèle d'apporter une réponse qui est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus ciblée. Lorsque c'est un développeur, eh bien, on pourrait mettre dans le prompt des informations pour dire qu'il s'agit d'un développeur, plutôt d'un développeur Java. Il faut qu'en réponse, il y ait du code qui soit pertinent, efficace, qui soit dédié à la performance. Lorsque ce sont des analystes, eh bien, on va mettre en information potentiellement des données métiers, des informations qui vont permettre aussi d'apporter une homogénéité sur les différentes réponses. Si à nouveau on bascule d'un modèle vers un autre, les réponses peuvent varier, donc on peut apporter une forme de cohérence, d'homogénéité en jouant sur ces prompts décorateurs et les templates qui ont pu être validés. Autre point, c'est la sémantique. La sémantique que vous utilisez lorsque vous appelez vos modèles. Lorsque vous appelez un modèle LLM, notamment lorsque ce sont des humains, il peut y avoir des propos qui ne respectent pas une charte d'entreprise, qui peuvent avoir des propos toxiques, injurieux. Il peut y avoir des mauvais usages des modèles. Donc l'idée, c'est de proposer des règles qui vont autoriser ou pas autoriser certains contenus, certains propos. Alors là, on pourrait se dire, ce type de configuration, on peut l'appliquer au niveau de chaque provider, au niveau de chaque modèle. On a la capacité à gérer ces guardrails. Maintenant, si vous scalez à l'échelle de l'entreprise, que vous avez plusieurs providers, que vous avez plusieurs modèles, comment est-ce que vous pouvez vous assurer qu'en temps réel, de façon consistante et homogène, vous avez sur tous vos modèles, sur tous vos providers, les mêmes règles qui sont configurées? Là, l'idée, à nouveau, c'est de passer par une gateway, une plateforme d'API management qui va permettre de centraliser de façon cohérente toute la configuration des guardrails et de la validation de la sémantique de vos requêtes. L'autre sujet, qui est plus, moins relatif à la sécurité cette fois-ci, mais qui est plus lié à l'optimisation des coûts et des temps de réponse, c'est le semantic caching. Le caching, on le connaît, on a un back-end, on a un consommateur, on fait une API REST, on met en cache d'un Redis ou de la gateway la réponse pour éviter de solliciter le back-end à chaque fois, ça permet d'optimiser les temps de réponse. Lorsqu'il s'agit de trafic d'IA générative, ce n'est pas la même chose. Vous avez des prompts qui peuvent être extrêmement complexes et qui, écrits d'une façon différente, veulent dire exactement la même chose, ou parfois, à une virgule près, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Donc comment gérer le caching dans ce contexte-là? On a besoin de mécanismes de caching qui s'appuient sur la logique de sémantique. Donc là, l'idée, c'est le proxy, la gateway, va permettre de gérer ce caching en prenant en compte vos requêtes. Si je dis par exemple, comment est-ce que j'intègre une app mobile à une API, ou quelles sont les étapes pour qu'une API soit consommée par une mobile app, ça veut dire la même chose, sauf que le texte est différent. Donc on va s'appuyer sur des embeddings vectoriels. En fait, c'est la représentation mathématique de votre phrase, de votre prompt. Et la gateway va avoir la capacité à définir un seuil de similarité qu'il peut y avoir entre ces embeddings vectoriels pour dire que les requêtes sont globalement similaires. Et donc la réponse qui avait été mise la première fois a été mise en cache et sera répondue de façon automatique. Donc ça, premier point, ça permet de réduire la latence lorsqu'on a des requêtes qui sont semblables. Et deuxième point, ça évite de solliciter votre modèle à chaque fois que vous avez des requêtes
qui au final vont avoir la même réponse. Imaginez dans un contexte de chatbot, c'est un des usages les plus utilisés aujourd'hui, il y a énormément de requêtes qui peuvent se ressembler. Et bien, grâce au semantic caching, on va pouvoir mettre en cache toutes ces requêtes, gérer la similarité entre ces requêtes et répondre afin de réduire significativement les coûts que peuvent produire les requêtes sur le modèle. Et puis le troisième point, c'est le semantic routing. On va pouvoir faire du routing, alors pas que sémantique, mais le semantic routing est extrêmement pertinent parce qu'en fonction de votre prompt, de votre code, on va pouvoir orienter la requête vers le modèle qui sera le plus optimisé à répondre. On le disait tout à l'heure, hein, si vous êtes développeur ou si vous êtes un agent agentique, bah, ce n'est pas le même modèle que vous allez consommer, ils ne sont pas optimisés de la même façon, ils ne sont pas entraînés sur les mêmes données. Donc la gateway va avoir la capacité à router en fonction du type de prompt, la requête vers le modèle qui sera le plus performant, le plus adapté, qui apportera la réponse la plus pertinente et aussi, à nouveau, à moindre coût. Donc ça, c'est à nouveau des sujets qui sont dans l'optimisation des coûts. Les load balancing et le token rate limiting. Le token rate limiting, c'était une question qui a été posée ce matin. Quelle est la différence au final entre un rate limiting d'une API traditionnelle et un rate limiting pour du trafic d'IA générative? Le rate limiting sur une API REST, on va se baser sur le consommateur, sur le back-end pour le sécuriser d'un déni de service ou limiter des consommateurs à certains usages, éviter des dénis de service. Dans le cadre du rate limiting pour de l'IA, on parlait que le critère qui est important, ce n'est pas le nombre de requêtes qui est fait sur votre provider, c'est le contenu de votre prompt et la taille de votre complétion. Et donc, on va faire du rate limiting qui s'appuie sur le nombre de tokens pour pouvoir à nouveau contrôler les coûts, les usages. Hein. Si vous appelez un modèle et que vous lui demandez de répondre avec un roman en 4 tomes, forcément, le coût de la requête peut vite exploser. Donc, le rate limiting basé sur les tokens a énormément d'importance dans le contexte de l'IA générative. Et puis, il y a les load balancing. Les load balancing, en fait, vont s'appuyer sur différents algorithmes. Des algorithmes qui vont être dédiés à l'intelligence artificielle. Ça peut être des algorithmes qui, bien sûr, vont pouvoir répartir la charge en fonction de vos poids, de vos critères. On va gérer des mécanismes de fallback et de retry pour s'assurer que les prompts ont toujours une réponse, même en cas d'indisponibilité d'un modèle. Et puis, il y a un sujet au niveau des load balancing lorsqu'il s'agit de router le trafic vers le bon modèle. Donc, ça s'appuie sur de la sémantique. Ça peut s'optimiser un routage dynamique en fonction des coûts des modèles, en fonction de leur disponibilité. Si les sujets de latence, de performance sont importants, on va pouvoir faire un routage en fonction des latences des algorithmes. Donc, plusieurs capacités de routage qui, à nouveau, sont propres aux spécificités du trafic d'IA générative. Et puis le dernier point qu'on voit ici, il s'agit du RAG et du PII sanitization. Ce sont deux sujets qui sont très importants aujourd'hui pour les entreprises. Je vais commencer par le PII sanitization. Il s'agit en fait des données personnelles qu'on a besoin d'anonymiser, de transformer. Lorsque vous utilisez un prompt pour interroger un modèle, dans ce prompt, vous avez potentiellement des données qui sont sensibles, des données qui sont liées à la propriété intellectuelle, des données qui sont des données de vos clients, des données pour lesquelles il y a des besoins de sécurisation. Ça peut être votre nom, votre âge, votre sexe, votre numéro de carte de crédit, de numéro de sécurité sociale. Ça peut être dans n'importe quelle langue. Et il faut avoir la capacité à anonymiser ces données sensibles avant d'appeler un modèle qui souvent sont proposés sous forme de services SaaS. L'idée de la PII sanitization, c'est d'être en capacité localement, au niveau de la gateway en self-hosted, de venir remplacer toutes ces données sensibles de façon complètement automatique avec des données similaires, fausses, anonymisées, et qui vont être envoyées à votre fournisseur LLM. Et donc la réponse pourra être répondue sur la base de ces données qui ont été anonymisées. Et dans la réponse, la gateway aura la capacité, avec ce moteur de sanitization, à remettre les données qui étaient initialement émises dans votre prompt. Donc là, ça vous évite toute fuite de données sensibles, toute fuite de données personnelles vers un provider. Et c'est d'autant plus un sujet sensible que si par défaut, on n'a pas forcément le réflexe, on va sur un GPT, les données qu'on envoie sous forme de prompt sont utilisés pour entraîner les modèles. Donc il faut explicitement dire qu'on ne veut pas entraîner les modèles avec nos données. Et puis il y a de base des raisons légales, prudentielles qui font qu'on va éviter d'envoyer des données sensibles de sanitization à l'extérieur. Autre point, c'est le RAG. Peut-être tout le monde n'est pas familier avec ce système de RAG. Le RAG, c'est la capacité en fait à améliorer le contenu du prompt. Lorsque vous avez des modèles d'intelligence artificielle, ils sont entraînés sur de la donnée
de façon finie. Et lorsqu'ils ont fini d'être entraînés, en fait, ils vont pouvoir vous retourner des informations que sur la base de leur entraînement. On le sait d'ailleurs, si on utilise des versions peut-être gratuites d'un GPT, on voit que les données peuvent dater. On n'a pas toutes les dernières informations. Donc, il y a des entraînements des modèles qui sont importants pour avoir des données à jour et avoir des réponses qui sont toujours de plus en plus pertinentes. Et je reprends l'exemple du chatbot que j'aime bien tout à l'heure. Lorsque vous interrogez un chatbot, le chatbot va utiliser un modèle LLM pour interagir avec un langage humain, avec le consommateur, mais il va pouvoir répondre sur la base des données qui sont liées à son entraînement. Et si vous voulez prendre en compte du contexte métier, de votre entreprise, de la documentation technique pour avoir des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes, eh bien, il va falloir apporter ces informations qui sont propres à votre métier, à la requête et au modèle pour qu'ils vous fournissent la réponse la plus pertinente. Et c'est l'idée du RAG. Le RAG, en fait, la Gateway va avoir cette capacité à venir interroger cette base de données vectorielle qui va contenir vos données d'entreprise, vos documentations, pour enrichir le prompt qui est envoyé au modèle, et le modèle ayant les informations qui sont liées au final au contexte de votre prompt, eh bien, il va être en capacité à répondre, à formuler une réponse qui prendra en compte toutes ces informations. Et donc, ce que va proposer la Gateway, c'est de faciliter l'usage des RAG. Comment? Eh bien, tout d'abord en proposant un endpoint qui va permettre d'alimenter votre RAG, donc votre base de données vectorielle. Cet endpoint, vous allez l'utiliser pour l'alimenter avec de la documentation, avec du contenu qui correspond à votre documentation. Et puis, deuxième chose, lorsque vous faites votre appel à votre modèle, eh bien, la Gateway va venir récupérer dans la base vectorielle les informations qui sont relatives à ce contexte, et ce qui permettra au modèle de répondre de façon cohérente. Donc ça, à nouveau, ça facilite l'accès au RAG qui permet d'améliorer la performance, la pertinence des requêtes dans tous les contextes. Autre sujet, et pas des moindres, on a vu comment réduire les coûts, on a vu comment appliquer de la sécurité. On a besoin aussi d'avoir de la visibilité sur les modèles, sur les usages, la consommation, pour des raisons d'audit et des raisons aussi de compréhension du trafic. Le trafic, je ne reviendrai pas sur ce premier slide, souvenez-vous, cette explosion exponentielle du trafic d'IA. On a besoin de contrôler, de monitorer, superviser ce trafic. Et donc ça, c'est ce qu'on va proposer avec à nouveau une plateforme d'API management qui adresse aussi bien le trafic applicatif d'API traditionnel que le trafic d'IA générative. On va proposer deux grandes approches. La première, best of breed integration, c'est l'intégration à vos stacks d'entreprise. C'est une bonne pratique dans toutes les entreprises. En général, il y a des stacks d'observabilité. Ça peut être des outils d'APM type Abdi, DT, Datadog, etc. Ça peut être des stacks d'observabilité, de logging comme de l'ELK, du Splunk, ça peut être du Prometheus, Grafana. On va venir avec des policies alimenter ces outils d'observabilité avec 100% du trafic. Les informations sur les tokens, sur les requêtes, les prompts, les complétions, le détail des consommateurs, de la performance, des codes réponses, etc. Et donc, dans les stacks d'observabilité de l'entreprise qui permettent de centraliser tout le trafic LLM, vous allez avoir une vision consolidée des modèles. À nouveau, chaque modèle peut vous proposer un système d'observabilité embarqué. AWS, Gemini, les différents providers peuvent vous fournir de l'analytics, mais qui va être lié à l'usage de chacun de ces modèles. Si vous voulez avoir une vision consolidée de tout votre trafic lié à l'IA générative et avec la vision consolidée des coûts, il faut apporter cette observabilité qui est centralisée. La Gateway va avoir la capacité à remonter toutes ces informations sur les coûts, y compris en temps réel, puisqu'on connaît le nombre de tokens dans les complétions et dans les réponses et que les coûts des providers sont connus, on peut afficher en temps réel ces coûts. Donc ça, c'est la première approche, best of breed intégration. Et la deuxième approche, c'est de proposer de l'analytique en standard. À nouveau, les plateformes d'API management peuvent proposer des capacités de reporting, de dashboarding, qui vont nativement vous permettre de visualiser tout le trafic lié à vos LLM et une vision consolidée de tous les coûts, de tous les usages, de qui consomme quoi, comment, dans quelle proportion, dans quel volume, est-ce que j'ai des anomalies, est-ce que j'ai des erreurs, est-ce que j'ai une latence anormale au niveau d'un modèle. Vous allez pouvoir contrôler, superviser le trafic sur l'ensemble des modèles et ce de façon centralisée. Donc extrêmement important d'avoir une vision consolidée du trafic IA et
Là, on arrive sur la fin. Je ne vais pas dire que je vais faire un petit placement de produit, mais c'est pour vous parler de la plateforme de Kong. Et c'est une des raisons pour lesquelles Kong est reconnu comme un des leaders les plus innovants de l'API management. C'est de par son investissement d'un peu plus de 2 ans maintenant, de façon massive, sur la gestion de ce trafic LLM. Et donc, on va proposer une plateforme qui permet aussi bien de gouverner le trafic d'API traditionnel, comme je le disais, d'API REST, SOAP, gRPC, GraphQL, Kafka, etc., au travers de ces proxys, d'un mesh, d'un ingress, d'une gateway SaaS. Et on va adresser également cette même gouvernance au trafic lié à l'IA générative. On a au final abordé tous ces sujets aujourd'hui, la capacité à contrôler les coûts avec des logiques de semantic caching, avec des logiques de rate limiting basées sur des tokens, avec du load balancing basé sur les modèles les moins onéreux et les plus performants en fonction des types de consommation. On adresse tous les sujets de sécurité avec la capacité à sécuriser les tokens, les credentials qui permettent de consommer les modèles. On va rendre plus facile l'usage des modèles avec une API qui proxifie, qui interface n'importe quel modèle de façon transparente. On va gérer également toutes les prompts et les complétions pour adresser les sujets de sanitization, pour pouvoir gérer du RAG, pour appliquer des règles homogènes sur tout le trafic, sur les différents prompts et apporter une visibilité également à 360 degrés sur tout le trafic. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à nous retrouver si vous le souhaitez sur le stand Kong juste après la session, si vous voulez avoir des démos ou poser des questions.